Salut les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux et Legon de vous retrouver. Je l'espère en pleine forme, on est quelques heures après la fin du mercato estival de l'OL. C'est l'heure de faire un petit point, un petit bilan sur ce qui a été fait, avec une question en toile de fond. Est-ce que pour vous les amis, est-ce que pour moi aussi, ce mercato estival de l'OL est une réussite, oui ou non? On va y répondre ensemble à travers 3 angles d'attaque que j'ai un petit peu travaillé en amont de la vidéo. D'un point de vue sportif, est-ce que l'OL s'est oui ou non renforcé? Est-ce que l'OL a un effectif qui est suffisamment armé pour 2 compétitions majeures, la Ligue 1, l'Europa League, sans oublier la Coupe de France? Deuxième axe, on essaiera de voir si oui ou non l'OL d'un point de vue économique a fait le taf. On le savait, il fallait réduire la voilure, dégraisser le mammouth olympique lyonnais. Est-ce que les dirigeants ont su le faire? La réponse semble assez évidente, mais là encore on en parlera en détail. Et puis on finira sur un 3e angle d'attaque qui me pose le plus problème, parce que moi je suis l'un de ceux qui sont un petit peu sceptiques sur la fin du mercato estival de l'OL. Parce que en termes de communication, il y a quelques éléments qui me posent question, et ça, on en parlera en toute fin de vidéo. Avant de commencer les amis, comme toujours, si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce qui est gratuit, qui prend une demi-seconde là maintenant. C'est un petit geste qui fait beaucoup de bien au référencement de la chaîne et de la vidéo. Et si vraiment vous aimez beaucoup le contenu, pensez aussi à vous abonner, activer la cloche et booster la vidéo. Ça aide vraiment beaucoup au référencement. Mille merci pour tout ça, les amis. Allez, vamos, c'est parti les amis. Pour commencer, on va d'abord étudier, observer et analyser ce mercato estival d'un point de vue purement sportif et footballistique, avec une question que je vous pose et à laquelle j'aimerais que vous répondiez les amis. Est-ce que oui ou non, ce mercato estival a permis à l'OL d'avoir les armes pour être bon sur toutes les compétitions, sur tous les tableaux Europa League, Ligue 1 et Coupe de France? J'ai un point de vue qui est relativement, comment dire, pas sceptique, mais un peu partagé, nuancé sur la question, et on va en parler ensemble. Avant de commencer, on fait un petit bilan sur les différentes opérations de l'OL au cours de l'été 2025. Je mets à l'écran un petit récap qui reprend tous les départs, tous les mouvements, toutes les arrivées du club. On commence par les départs. Côté départ, on a donc transfert gratuit de Nemanja Matic qui part à Sassuolo, donc ça fait du bien en termes de masse salariale pour le club. On a également celui de Douye Caleta-Car, le Croate parti en Espagne du côté de la Real Sociedad. On a aussi le départ de Lucas Perry pour 16 millions d'euros côté Leeds en Première Ligue. Au rayon des départs, toujours, on a celui de Jordan Verretou pour 500 000 euros côté Qatar et Al Arabi, mais également Saïd Benrahma qui a été transféré définitivement côté Neom en Arabie Saoudite pour 12 millions d'euros. Lacazette, transfert gratuit, fin de contrat, ça fait un énorme salaire en moins là aussi. Le meneur de jeu argentin Thiago Almada qui part rejoindre les rangs de Diego Simeone côté Espagne, Atlético Madrid. Mohamed Omari, fin de prêt. On a aussi le départ d'Amin Sarr, enfin, pour 3,5 millions d'euros côté Hellas Vérone. Le départ également du très talentueux Ryan Cherki pour Manchester City et Pep Guardiola pour 36,5 millions d'euros. Et donc, on a eu aussi officialisé, c'était quand? Avant-hier, ça passe tellement vite, le départ de Georges Mikotadze, le prince géorgien, qui rejoint Villarreal pour quelques 35 millions d'euros. Ce qui fait qu'au total, côté vente pour l'OL, on est à peu près, si mes calculs sont bons, légèrement au-dessus des 100 millions d'euros, aux environs des 105 millions d'euros pour tous les départs durant l'été du mercato de l'Olympique lyonnais. Maintenant, côté transfert et arrivée, qu'est-ce que l'on a? On peut dire qu'on a Dominique Greif au cage, 4 millions d'euros. Adam Karabets, 22 ans, prêté par son club de Prague, de Sparta Prague, et un prêt payant dans mon souvenir de quelques 300 000 euros, avec une option d'achat à 3,5 millions. Tyler Morton qui rejoint l'OL depuis Liverpool pour 10 millions d'euros, c'est le gros coup, on sera tous d'accord pour le dire, de l'OL durant l'été, pour 10 millions d'euros donc. Pavel Schultz pour 7,5 millions d'euros du Sparta Prague, le meneur tchèque qui pour l'instant a un petit peu de mal, il faut le dire, à faire son trou côté olympique lyonnais. Matt Turner, j'ai failli l'oublier, Matt Turner, le gardien américain pour 8 millions d'euros. 8 millions d'euros qui ont, je pense, après coup, il faut aussi en prendre conscience, ont dû largement amputer les moyens de la cellule sportive. Merci pour rien, John Textor. Bref, le cauchemar étant
enfin terminé. Mais franchement, quand on voit ce deal-là, c'est le cas typique, l'exemple typique qui montre toute l'absurdité de l'ère Textor, de la gestion Textor qui aura fait tant de mal, le cancer, le fléau de l'OL. Enfin, bref, je poursuis avec Ruben Kluivert qui signe chez nous pour environ un petit peu en dessous des 4 millions d'euros, le central de Casa Pia. Afonso Moreira du Sporting Lisbonne qui vient à l'OL pour 2 millions d'euros, l'ailier gauche portugais de 20 ans. Et on a aussi donc le retour de prêt d'Aurel Mangala. Alors par souci de précision, car j'ai failli oublier de vous le dire les amis, on a aussi eu quelques départs que j'ai oublié de mentionner comme Adrielson, et il pourrait y en avoir encore d'autres. C'est le cas du petit Diawara qui pourrait, selon la presse belge, signer côté Royal Antwerp. Donc on verra bien. Certains championnats ont encore des possibilités de transfert durant l'été. C'est le cas de la Belgique qui a, je crois, par rapport à nous, une semaine de plus, et donc je pense que on n'a pas encore terminé nos différents transferts vers l'extérieur, les départs, et c'est le cas certainement du petit Mamadou Diawara. Donc au total, en termes d'achat pour l'OL, on est, si mes calculs sont bons, à peu près à 28 millions d'euros, un tout petit peu moins si on cumule donc Pavel Schulz, Karabets, Kluivert, Morton, Moreira, Greif, Karabets et Schulz, 3,8 millions d'euros, plus 10, plus 2, plus 4, plus 0,3, plus 7,5, on est à peu près un tout petit peu en dessous des 30 millions d'euros. Ce qui fait que en termes d'effectifs, on a ça comme effectif à l'instant T pour l'OL. Je vous mets à l'écran un petit récap des différents postes qui sont pourvus dans l'effectif. Au gardien, donc on a Greif, Descamps, Diarra. Pour les défenseurs, on a Tagliafico, Abner qui seront les deux latéraux gauche de l'équipe. Pour le côté droit, on aura Maitland-Niles qui devrait être suppléé par soit Barisic, soit par Mata, ou peut-être Kluivert. Donc là, c'est ce qui devrait se faire côté droit. Dans l'axe, Fonseca devrait s'appuyer sur la paire Niakate-Mata, plus en backup, là encore à la polyvalence, Kluivert plus, j'imagine, Barisic. Donc défensivement, on me semble plutôt bien armé, même si, comme vous, j'imagine aussi, je rêve depuis maintenant 2 ans d'un profil qui, sous pression, à la relance, soit de qualité, plus un vrai leader défensif qui soit à la fois fort dans les duels, mais également fort à la relance. Alors, il faut le dire, attention, Niakate fait de très gros progrès à la relance, jeu court et jeu moyen. Ça, c'est important, soulignons-le. Il a souvent été tensé pour son jeu au pied. Là, depuis quelques temps, c'est quand même pas mal. Au milieu de terrain, je poursuis le bilan. On a donc Mangala qui devrait, d'ici quelques semaines, voire à peu près 1 mois ou 2, revenir à la compétition. Tanner Tessman, Adam Karabets, Tolisso, Tyler Morton, Pavel Schulz, et donc l'apport de quelques jeunes, dont le jeune et le talentueux Calismera, ou encore le petit de Carvalho. Voilà, donc milieu de terrain, je pense qu'on est plutôt pas mal, on est complet. Il y a différents profils, du milieu de terrain défensif, du numéro 8 relayeur, comme Tolisso, qui a beaucoup de volume de jeu, et quelques profils plutôt offensifs portés vers l'avant, comme Adam Karabets, Pavel Schulz, ou encore le petit diamant Calismera. Et devant, j'y viens, là c'est clair pour moi, il manque des profils, c'est une évidence. Devant, on a pour l'instant donc Fofana, Afonso Moreira comme doublure à gauche, Molebe, Nuama, Alejandro Gomez, Rodriguez, et donc en numéro 9, la nouvelle recrue, l'Uruguayen Martin Satriano, à qui je souhaite une très bonne arrivée. Ça, c'est donc l'effectif offensif de l'OL. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Je vais être franc avec vous les amis, je pense que d'un point de vue purement profil de joueur, à droite, à mon sens, il manque quelqu'un. On le sait, Nuama va revenir d'ici, 3 mois à la compétition, d'une très lourde et grave blessure, et une telle blessure, bien souvent, elle met autant de temps que la guérison à disparaître. Ce qui fait que, même s'il revient en décembre, fin décembre, Nuama, je pense qu'on ne le reverra pas à un niveau satisfaisant, à un bon niveau, avant mars-avril. Donc, compter sur lui, ça me paraît un petit peu présomptueux. Et c'est pour ça que je le maintiens, il manque quelqu'un à droite. On le sait, Fonseca, il a une animation qu'il aime bien, ce 4-2-3-1 dont je parle souvent en vidéo, que j'aime bien analyser, qui, avec ballon, devient un peu plus un 3-4-2-1, avec 2 pistons, qui aiment bien prendre les côtés, occuper l'espace, et dans le cœur du jeu, ce carré que j'aime beaucoup, et qui est propre à Fonseca et au coach qui aime bien avoir une emprise
technique sur les matchs. Et dans cette animation-là, on le sait, il y a un poste qui est super important, c'est le meneur excentré à droite du 4-2-3-1, qui, avec ballon, devient l'un des éléments du carré. Le fameux 4e sommet du carré, côté donc demi-espace droit. Karabets, je pense qu'il a un profil idoine pour ça, vraiment. J'en parlerai d'ailleurs sûrement en vidéo d'ici peu, sur le Tchèque, Adam Karabets. Mais si Karabets ne fait pas l'affaire, s'il a quelques petits manques en termes de profil technique, ou s'il se pète, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fera à nouveau du bricolage. Et ça me paraît, dans une telle saison où l'OL joue l'Europa League, la Ligue 1 et la Coupe de France, ça me paraît trop short, trop juste. Et dans l'axe, pour le numéro 9, donc on partirait sur un trio qui serait donc comme numéro 9 titulaire Satriano, je pense numéro 2 Alejandro et numéro 3 le petit Enzo Molebe. Alors là les amis, encore une fois, en termes d'effectifs, ça me paraît vraiment très short. C'est très très court d'avoir Satriano, même s'il a fait toute la préparation physique avec le RC Lens, dans quel état sera-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'il sera prêt d'ici 15 jours pour jouer contre Rennes? Je ne sais pas. Physiquement, tactiquement, collectivement, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on va faire confiance à Alejandro pour débuter contre Rennes? Je ne sais pas non plus. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas pour moi, ce n'est pas une question de profil de joueur. Parce que beaucoup ont dit, oui, Satriano, remplaçant à Lens, très peu de buts en Ligue 1. Me concernant, je vais être très très transparent. Satriano, c'est un profil que j'aime bien. Ce qui me pose problème, c'est que l'OL et les dirigeants misent sur Satriano, Alejandro et Molebe. 3 joueurs pour lesquels on n'a aucune certitude. Est-ce que c'est vraiment sérieux, quand on est l'OL, de faire une saison en Europa League, au moins jusque janvier, et puis donc le mercato hivernal, mais faire une demi-saison avec un joueur qui revient d'une grave blessure et 2 gamins de 17 piges? Pour moi, c'est pas sérieux. Et je sais que certains me diront « Mika, tu abuses », comme sur X où on m'a dit ça. « Mika, tu abuses parce que on savait tous que l'OL avait des contraintes économiques XXL. Tu as fait des vidéos durant tout l'été pour nous dire ça. » Oui, bien sûr, je le maintiens, vous avez entièrement raison, c'est vrai. Mais pour autant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est normal qu'un club comme l'OL doive commencer une saison importante de transition avec 0 certitude sur le poste de numéro 9? Pour moi, c'est pas possible. C'est juste inconcevable. Et là encore, on m'a dit, Mika, tu oublies vite le passé, on a failli mourir en Ligue 2. Cet argument, je n'en peux plus. Franchement, les amis, cet argument-là consistant à dire, on a frôlé le pire, on a failli disparaître, donc estimons-nous heureux, ça va, quoi, ça va. L'OL n'est pas en Ligue 2, l'OL est en Ligue 1, l'OL jouera aussi l'Europa League, donc stop, ça suffit, ce discours un petit peu trop, voilà, un peu trop relativiste, consistant à dire, oui, on a évité le pire, estimons-nous heureux, on pourrait être en N3 à l'heure actuelle. Bah ouais, c'est vrai les amis, mais si on fait ça, si on part de ce principe-là, de ce postulat-là, on ne fait plus rien, on n'avance plus, on ne progresse plus. Si demain on se dit, oui, on aurait pu disparaître, bah dans ce cas-là, commençons une saison avec des gamins de 17 ans, 18 ans, et voilà, on va au charbon comme ça, c'est pas possible. C'est pas un discours qui est tenable, en tout cas je pense pas pour un club de haut niveau comme l'OL, qui a, je le rappelle, attention, malgré la cure d'austérité, l'OL c'est quasiment 200 millions d'euros de budget, pas 110, hein. Certains m'ont dit Mika, non, le journal L'équipe a dit 110 millions de budget pour l'OL. Non, oubliez, c'est impossible. En termes de revenus récurrents, je dis bien hors trading joueur, en termes de revenus récurrents, billetterie Ligue 1, billetterie Europa League, droit TV Ligue 1, droit TV Europa League, on est déjà au bas mot à peu près à quasiment 80-90 millions d'euros. Donc bon, l'OL n'a jamais de la vie un budget de 110 millions d'euros, c'est impossible, juste impossible. Tous les revenus récurrents, c'est au moins 130-140 millions d'euros. Donc l'OL a un budget, je pense, d'à peu près, 180 millions d'euros, à peu près. Donc qu'un club qui a quasiment 200 millions d'euros de budget débute une saison avec un numéro 9 qui revient de blessure gravissime et 2 gamins au poste, en backup, bah pardon, ça me paraît ultra léger. C'est en ça que pour moi, sportivement, ce mercato, il est un petit peu ambivalent. Il a 2 côtés. D'un côté, je trouve qu'il est cohérent de juin jusque l'ultime semaine d'août, mais de l'autre côté, pour la fin du mercato estival de l'OL, donc fin août, l'ultime semaine du mois d'août, pour moi, c'est insuffisant. Tu vas faire une saison très importante, avec
3 compétitions majeures, avec un numéro 9 qui est, bon, on ne sait pas. À quel niveau sera-t-il? On n'en sait rien du tout. À droite, il te manque un profil. Alors, défensivement, ça me paraît cohérent. Milieu de terrain, ça me paraît très cohérent. Au gardien, au cage, ça me paraît cohérent. Mais devant, c'est léger. C'est léger. Ce qui veut dire que si sportivement, je croise les doigts, je touche du bois et du singe, si jamais Malik se pète, on fait quoi en fait? Si jamais Adam Karabets se pète, on fait quoi à droite? On met qui? Schulz, comme milieu droit qui se réaxe? Kalismera, qu'est-ce qu'on fait? Si Satriano se pète, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'est pas au rendez-vous, s'il n'est pas au niveau, je pense pas, mais bon, sait-on jamais, qu'est-ce qu'on fait? Alejandro Gomez, vous voyez, les gars, il y a plein d'incertitudes. C'est pour ça que je dirais, d'un point de vue global, sportif, mercato qui est mitigé. Il y a du bon, des profils ciblés, intéressants. Et attention, ceux qui m'ont dit sur X, Mika, Schulz n'est pas un peintre. Les amis, je n'ai jamais dit ça. Moi, Pavel Schulz, c'est un bon joueur. J'en suis intimement convaincu. Mais il a un profil qui est très particulier. Et dans le 11 de Fonseca, on le voit bien, pour le moment, à l'heure où on se parle à la J3 de la Ligue 1, il n'est pas encore parfaitement intégré. Alors maintenant, second angle d'attaque de la vidéo, d'un point de vue économique, on le savait, il fallait dégraisser le mammouth olympique lyonnais. Et pour le coup, il faut le dire, mercato réussit. Les dirigeants, la cellule sportive, Mathieu Louis-Jean, Michael Gerlinger ont fait un travail exceptionnel. Je pèse mes mots, un travail exceptionnel. Si on est juste et impartial, ce qu'ils ont fait durant tout l'été, d'un point de vue économique et financier, c'est fort. C'est vraiment très fort, il faut le dire. J'avais dit en vidéo il y a maintenant 2 mois, quasiment 3, au tout début de l'été du mois de juin pour l'OL, lorsqu'on prévoyait un petit peu les grands axes du mercato estival de l'OL, j'avais dit que pour moi, il y avait 2 grands objectifs majeurs de l'OL d'un point de vue économique. Tout d'abord, j'avais dit qu'il fallait baisser la masse salariale. J'avais chiffré ça à environ 50 millions d'euros. Et quand je prends le récap des différents joueurs qui ont quitté le club, on y est largement. Lacazette, Almada, Cherki, Benrahma, d'autres et des meilleurs que j'oublie, Verretou, Jaleta Tsar avec ses 2,5 millions d'euros de salaire. Et d'ailleurs, j'y pense, j'ai oublié un joueur en termes de départ, j'ai oublié Koumbedi, côté Wolfsburg. Pardon les amis. Donc tous ces départs-là, en termes de salaire, on est, je pense, largement à 50 millions d'euros de masse salariale de moins. Bravo là-dessus à la cellule sportive de l'OL. J'avais dit également en vidéo qu'il fallait que l'OL vende pour environ 100 millions d'euros de joueurs. Et pas manqué, mais quelques contacts avaient entièrement raison. Il fallait vendre pour 100 millions d'euros de joueurs. La balance est claire. Quand je prends le montant total des différentes ventes de l'OL, on est à 100 et quelques millions d'euros. Là-dessus, bravo encore une fois à la cellule sportive, aux dirigeants de l'OL. Donc, d'un point de vue purement économique, si on est factuel, bingo, mercato réussi. Et il faut aussi le dire pour un petit peu, comment dire, recontextualiser, nuancer le propos, ne pas être totalement à charge sur les dirigeants et les scouts et la cellule sportive du club. Oui, je pense que dans l'effectif, il manque des profils. Un numéro 9, un joueur demi-espace droit qui peut être bon sous pression, ça, pour moi, ça manque. Mais si on est vraiment honnête, la mission des dirigeants durant l'été, ce mercato estival de l'OL, c'était vraiment difficile. Franchement, les amis, je n'envie absolument pas leur place. Ils ont fait un boulot titanesque et les contraintes économiques, si nous on les subit, imaginez eux. Parce qu'il faut aussi se dire qu'à l'OL, au sein d'Eagle Bidco pour être très précis, il y a quelqu'un qui a été missionné, un certain Christopher Malone, et maintenant c'est une donne qui est claire. Toutes les opérations sur lesquelles s'engage l'OL sont avalisées, contrôlées, sujette à l'accord d'Ares Management et donc de Christopher Malone. Donc voilà, tout ça il faut l'avoir en tête. L'OL avait les pieds et mains liés d'un point de vue économique et financier. Nos scouts, la cellule sportive, Mathieu Louis-Jean également. Donc vraiment, si on est parfaitement honnête et intègre entre nous, on peut dire que sportivement il y a des manques, économiquement bravo, gros boulot qui a été fait, et tout ça fait un ensemble qui est à mon sens contrasté. Un mercato qui, je dirais, vaut, allez, un 6,5 sur 10. Voilà, d'un point de vue sportif et économique.
Maintenant, il y a aussi un troisième point que je voulais avec vous évoquer les amis, qui me pose question. Et c'est plutôt ça qui me frustre, en fait. Si je fais le bilan complet de ce qu'a fait l'OL durant l'été, ce qui me frustre le plus, c'est que d'un point de vue sportif, on le voit, on a vu les matchs amicaux contre le Bayern, Retafe, Majorque, Hambourg, en Ligue 1 contre Lens, contre Metz, contre l'OM. Ce que propose Fonseca, son staff et ses joueurs, c'est vraiment kiffant. Il y a un truc qui se passe collectivement, une belle animation, c'est huilé, c'est bien, c'est cohérent. Le 4-2-3-1 qui en bloc bas est un 4, quasiment un 4-2-4. En bloc médian, voire haut, c'est quasiment un 3-4-2-1 avec ce carré que j'aime beaucoup dans le cœur du jeu. On sent qu'il y a un fil conducteur et en plus, 3 matchs, 3 victoires. Donc, sportivement, on se porte bien. Et ce qui est frustrant, et sur ce point, j'ai aussi hâte de vous lire les amis, ce qui est vraiment frustrant, c'est qu'on sent que sportivement, footballistiquement, on est à ça de faire de l'OL plus qu'une équipe sympa à avoir joué. Il manque un tout petit truc en plus, un foutu truc en plus, pour passer un step. Contre l'OM, les phases de jeu où on a centré, parfois un peu trop abusivement. Si tu mets un numéro 9 qui est costaud, alors peut-être Satriano, je le souhaite, mais si tu mets un numéro 9 qui t'apporte une garantie, une caution sécurité foot, tu plantes et tu tues le match. À Bollaert, pareil, il y a tellement de séquences de jeu où on décale bien par un beau triangle, une belle combinaison, un bon décalage, on décale bien, le centre est là, il est bon, mais il manque quelqu'un au point de penalty. Alors, je l'espère, je prie pour que Martin Satriano le soit, mais il y a tellement d'incertitudes que c'est compliqué de se dire que oui, il va l'être. Ma deuxième frustration, les amis, c'est non pas les profils qui ont été ciblés, qui me paraissent cohérents, parce que Karabets, demi-espace droit, gaucher, très bon gaucher, cohérent. Kluivert, profil de central qui est sur le banc, rotation, puissant, grand, véloce et bon pour gérer dans le dos l'espace, cohérent. Dans le cœur du jeu, Morton, sous pression, bon, disponible, beaucoup de volume de jeu, très cohérent. Offensivement, Satriano, profil de joueur qui a beaucoup de niaque, de hargne, beaucoup d'efforts, très généreux, un petit peu brouillon, certes, à la finition, mais ça encore on peut le corriger, ça se travaille, mais profil cohérent dans l'ensemble. Schultz, qui a été un petit peu critiqué sur X en disant oui, techniquement c'est un peu rustre, machin. Alors oui, je l'avais dit en vidéo, ceux qui pensent que Schultz sera le légal de Cherki, oubliez, c'est pas du tout ce profil-là, les amis. Pavel Schultz, c'est quelqu'un qui pour moi n'est pas un numéro 10, c'est un 9,5. Je l'ai dit en vidéo il y a maintenant 1 mois et demi, c'est un 9,5, proche du numéro 9, qui n'a pas les gestes très très fins pour être fort sous pression et dribbler 1 ou 2 joueurs en 1 contre 1. C'est pas ce profil-là, c'est quelqu'un qui joue simple, contrôle, passe, frappe, finition, aspiré par le but. Ça, ayons-le en tête. Bon profil, mais profil très très différent. Et nous, on n'est pas franchement habitués à ça à l'OL. Entre Cherki, Almada, Mera, on aime bien les profils de créateurs qui sont raffinés, techniquement, très fins. C'est pas forcément le cas de Schultz, même si, attention, ce n'est pas du tout un peintre, contrairement à ce que j'ai pu lire par-ci et par-là, un petit peu abusivement. Donc je le redis, pour moi, les profils sont cohérents, non seulement, mais aussi et surtout bons. Ce sont tous de bons joueurs, qui sont de bons hommes, et qui ont une bonne mentalité, et qui sont en plus de bons footballeurs. Mais le problème, les amis, le problème, c'est l'allocation des ressources. Comme on dirait en économie, c'est la répartition des moyens durant l'été. Moi, ce qui m'interroge vraiment, c'est quand je vois ça. Quand je vois Pavel Schultz, qui est un bon joueur, je le répète, mais 7,5 millions d'euros, qui est en concurrence directe avec Kalis Mera, Tolisso, Karabets, ça fait du monde. Ça fait réellement du monde. Et jusqu'à maintenant, même s'il faut encore l'intégrer footballistiquement, il a plus souvent été sur le banc que sur le terrain. Et il y a aussi un sujet qui, je le sais, va créer beaucoup de débats en commentaire, mais c'est pas grave. C'est un petit peu mon avis tranché, je l'assume. Moi, Dominique Greif à 4 millions, au vu des matchs amicaux que fait Descamps, qu'on a vu progressivement. Alors oui, si on me dit en juin qu'il faut un gardien avec le départ de Perry, je dis oui, bien sûr, c'est évident. Mais au fil des matchs amicaux, ce qu'on a vu de Descamps, et au fil des matchs en Ligue 1, ce qu'il a montré, contre Lens, très solide, de bons arrêts, jeu au pied fiable, contre Metz, pareil, contre l'OM, bien aussi, alors un petit peu moins dans le jeu au pied, c'est vrai, mais en même temps, contre l'OM, plus de pressing,
plus de pression, moins de temps pour jouer, c'est pas non plus déconnant. Voilà, qu'il se foire sur quelques relances, c'est pas le drame du siècle. Et moi, je me dis que dans un Noël low cost, où on sait qu'il y a peu de moyens, eh ben, j'étais un de ceux, je le dis franchement les amis, et vous me le direz en commentaire là aussi, j'étais un de ceux qui étaient prêts à assumer qu'on est au cage Rémi Descamps. Voilà. Moi, en termes de budget, si on me dit tu as 30 millions à dépenser, à griller, je pense sincèrement, les amis, que je partirais sur un trio de gardiens qui serait numéro 1 Descamps, en numéro 2 Diarra que j'aime beaucoup, et en numéro 3 Patouillet. Voilà. Moi, j'aurais fait ça. Alors oui, c'est risqué. On n'est pas à l'abri d'une tuile, bien sûr. Je vous rejoins, les amis. Mais dans l'optique, dans le contexte où l'OL a peu de moyens, c'est sûrement le choix le plus drastique que j'aurais opéré. Et ce montant-là, les 4 millions, qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais affecté pour un profil de numéro 9 avec plus de garanties foot, plus de garanties en termes de stats, de buts. Voilà. Parce que je pense que là, on part offensivement avec trop peu de garanties d'un point de vue foot. Et ça, c'est vraiment un point qui me pose problème parce que quand je fais l'ensemble des dépenses, donc quasiment 28 millions d'euros durant l'été pour l'OL, ce qui prouve bien que oui, on vend beaucoup, mais en retour, il y avait aussi des moyens pour ne pas finir les fesses, pour rester poli, les fesses salaires durant l'été sur le poste numéro 9 et l'ailier droit. Il y avait des moyens. Quand je vois Dominique Graeff, 4 millions, alors c'est un très bon gardien, attention, hein, pas de débat là-dessus, mais Dominique Graeff, 4 millions, Schulz, 7,5 millions, Kluivert, 4, et, il faut le dire aussi, j'ai failli l'oublier, Matt Turner, qui pénalise lourdement le club. On est quasiment sur 10-15 millions, qui peut-être auraient pu être affectés différemment. Je ne critique pas les profils. Graeff, super gardien. Schulz, bon joueur. Kluivert, il aura son rôle durant la saison. Mais d'un point de vue répartition du budget, j'aurais fait des choix un petit peu différents. Et pour finir, il y a un troisième point qui m'a vraiment beaucoup frustré. C'est pas du foot, c'est pas de l'économique, c'est de la communication. Parce que durant tout l'été, le club, l'OL, s'est tenu à une attitude, un comportement qui me paraissait bien, positif. Très peu d'éléments qui filtrent, on fait de la rétention de contenu, ça me va. Et on opère en sous-marin sur quelques dossiers prioritaires, très bien. Mais le problème, c'est que quand tu as une stratégie de communication qui est à ce point-là restrictive, où personne ne parle, ou presque, où très peu d'éléments fuitent au compte-gouttes et quasiment la veille de faire le joueur. Moi, ça me va, c'est bien. Mais ce parti pris-là, tu le payes à partir du moment où tu parles un peu plus, ce que Mathieu Louis-Jean a fait il y a quelques jours quand il nous dit qu'on va signer au moins 2 renforts offensifs, dès lors que tu ne parles pas durant 2 mois et demi et que tu parles un peu plus, même un peu trop, durant l'ultime semaine et qu'il ne se passe rien, pas de numéro 9 titulaire vraiment, pas d'ailier droit non plus, tu crées de la frustration. Et c'est en ça, les amis, où vraiment je suis le plus frustré. Je pense que nos dirigeants auraient dû se taire. Ils ont trop parlé. Quand tu promets des choses et qu'il ne se passe rien, quand tu as une belle saison à vivre d'un point de vue foot, Europa League, Ligue 1, et que tu as un aussi bon début de saison sportivement où tout se passe bien, le coach, le staff, les joueurs, ça met des buts, ça joue bien, ça bat l'OM, quand tu as ça et que tu promets des renforts d'ici quelques heures et qu'il ne se passe rien, eh ben tu crées mécaniquement de la frustration. Et moi, je suis frustré par rapport à ça. Pour faire simple, on nous a vendu l'idée que vendre Miko Tadze servirait à prendre un numéro 9 et un joueur demi-espace droit. On vend Miko, on perd le numéro 9 de qualité qui aurait dû être le numéro 1 durant la saison et on ne prend rien en retour, ou presque rien. Ça pose problème. Et ça génère de la frustration et ben aussi du ressentiment. C'est normal. Et c'est pour ça, les amis, que au global, si je prends tous les différents points de vue, économique, sportif, communication, promesse du mercato, si je fais un package global, je pense que le mercato de l'OL d'été 2025, il est globalement plus réussi que échoué, mais il laisse un fichu goût amer, une foutue amertume dans la bouche, parce qu'on espérait un peu plus, on espérait un peu mieux, et au final on se dit que les promesses d'une belle saison peut-être vont pâtir d'un manque de profondeur de l'effectif. Les dirigeants ont quasiment, vraiment il faut le dire, tout bien fait durant l'été, de A jusqu'à X, mais il manque Y et Z, il manque l'ultime, la dernière ligne droite, où tout se joue, où il te faut un numéro 9 titulaire, et donc l'ailier droit qui peut être fort dans le carré de Fonseca. C'est mon regret. Alors oui,
d'un point de vue économique, c'est bravo, mission accomplie. Et je le rappelle, attention, faut être très factuel, l'OL durant l'été 2025, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le 9e club européen qui a la balance économique la plus positive, avec un bilan à plus 69 millions d'euros. Voilà mon avis global sur le mercato estival de l'OL 2025. Alors comme toujours les gones, je l'espère, j'ai tenté d'être le plus factuel et le plus objectif possible. Point de vue économique, sportif, communication, tout ça, pour faire un bilan de l'été de l'OL et vous livrer ainsi mon point de vue plus détaillé qu'un simple tweet en 140 caractères sur X, sur Twitter. C'est la trêve internationale malheureusement, mais on se retrouve très vite pour parler de l'OL sur le 11 lyonnais. Ciao ciao!